bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Training You, un webinaire un peu particulier. On va corriger de manière interactive une étude de cas qui tombe dans les entretiens en conseil en stratégie. Donc, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, ça va être le même exercice avec Feriel. Donc, bienvenue à toi, Feriel. Merci pour ta présence, donc Feriel, qui est une ex-consultante du BCG. Avant de démarrer le cas, quelques mots sur Training You. Feriel, si je te laisse passer la page. Je m'appelle Guillaume Pommier, je suis diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC. J'ai cofondé Training You avec Yong Tse Guan. Training You a été lancé en 2019 avec pour objectif de compléter les cours que vous avez à l'école, qui sont parfois un peu théoriques, à deux moments. D'abord, pour préparer vraiment aux entretiens et aussi pour former aux compétences opérationnelles. Donc, on est présent sur 2 verticales, Corporate Finance et Conseil en stratégie. On a formé plus de 6000 étudiants depuis 2019. La majorité a suivi l'un de nos packs en ligne. On a plus de 50 heures de formation sur notre plateforme. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiants, des écoles et des entreprises. Et nos alumni travaillent maintenant dans plus de 200 entreprises dans les 2 secteurs. Et vous avez ici quelques références sur le conseil en stratégie. Voilà pour Training You. Je te laisse la parole, Feriel, pour démarrer le cas qui est une entrée sur un nouveau marché. Voilà. Merci encore, Feriel. Merci Guillaume, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, on va faire un cas, donc entrer sur un nouveau marché. Je vais tout de suite démarrer par l'énoncé du cas. Donc aujourd'hui, on parle d'un CEO d'une startup biotech américaine qui vient nous voir parce qu'il a investi 20 millions de dollars dans la R&D pour un nouveau médicament cardiovasculaire. Et il aimerait savoir si c'était pertinent, si ça valait le coup d'investir 500 millions de dollars supplémentaires pour la partie production et distribution. Donc vraiment pour le volet commercial du médicament, qui est l'étape suivante post-R&D. Donc voilà pour l'énoncé du cas. Donc maintenant que l'énoncé du cas a été établi, je vous propose de passer à la partie de reformulation. Je vais peut-être la faire là tout de suite et pas demander à ce que quelqu'un la fasse parce que c'est assez simple, comme vous l'avez vu, c'est un cas avec un énoncé assez court. Donc dans ce cas-là, on redonne le contexte encore une fois, qui est le CEO d'une startup biotech qui a investi 20 millions de dollars dans la R&D d'un médicament cardiovasculaire, et la problématique pour laquelle le CEO nous demande aujourd'hui de l'aide et conseils, c'est s'il devrait investir ou non 500 milliards de dollars supplémentaires pour la partie production et distribution de ce médicament. Donc, reformulation simple parce que l'énoncé est de base assez court. Donc là, je vais peut-être vous laisser quelques secondes, si vous pouvez réfléchir à quelques questions clarificatrices qui vous viendraient à l'esprit, pour pouvoir ensuite réfléchir au mieux à une structure pour l'approche pour répondre à cette question. Alors, Donc, comme la dernière fois, n'hésitez pas à utiliser le Q&R pour proposer des questions ou à lever la main et on vous donnera la parole. Voilà. On va attendre un petit peu s'il y a des questions. Ouais. Sinon, on fera défiler des exemples de questions clarificatrices. Je ne crois pas qu'on en ait un. Je ne sais pas si tu en vois, Guillaume, mais… Non, pour l'instant, non. Écoute, on peut peut-être attendre. vas-y, Feriel, avec les premières questions. On en a. Première question, quels étaient les résultats des essais cliniques? Alors, les résultats, c'est une bonne question. Ce qu'ils ont prouvé, c'est que l'efficacité du médicament était similaire aux autres médicaments qui sont sur le marché et qu'ils faisaient moins d'effets secondaires. Donc, c'est un médicament qui peut être en effet distribué. Ok, on a une deuxième question clarificatrice. Quel est l'objectif du client? Alors, donc il y a un objectif évidemment financier, puisqu'en investissant 500 millions de dollars, le client souhaite un retour sur investissement x3 en 5 ans. Donc ça, c'est l'objectif primaire pour le client.
Alors, on a une autre question sur les essais cliniques. À quelle phase clinique se trouve-t-on? Donc là, tu as déjà un petit peu Oui, répondu. on Une autre considère question. ouais, Ouais, bon. Donc que c'est fini, que c'est terminé en fait, que les phases, que là on peut le médicament peut être commercialisé. voilà. Une autre question, le médicament est-il breveté? Alors, donc il sera breveté forcément, puisque à partir du moment où on fait une R&D, des études cliniques, il y a un brevet pour un certain nombre d'années. Donc pendant, là, j'ai pas, ça peut être 10 ans de brevet avant qu'il soit sur le marché et que des génériques puissent intervenir. Mais en tout cas, en termes d'objectifs, l'objectif, c'est vraiment le ROI sur 5 ans. Et pendant cette partie-là, oui, il sera bien breveté. Ok, merci Feriel. Autre question, y a-t-il des restrictions réglementaires? Pas de restrictions particulières réglementaires. Il y a juste quelques éléments à prendre en compte en fonction du marché qu'on adresse, hein. C'est un marché américain, mais de manière réglementaire, c'est un médicament qui peut être tout à fait distribué. Parfait. Sur la distribution, quels sont les marchés visés par notre client? Alors, on s'intéresse uniquement au marché aux États-Unis. Ok. Autre question, on nous demande comment est l'état du marché. Est-ce qu'on a des informations sur notre marché? Oui, alors on a des informations, on pourra y revenir un peu plus en détail, mais c'est un médicament en fait qui traite une maladie lourde, maladie cardiovasculaire lourde. Il y a déjà des médicaments qui existent sur le marché qui coûtent assez cher. Et comme je vous l'ai dit, donc le médicament, celui qu'on a développé, que le CEO a développé, est un médicament qui a la même efficacité, mais avec moins d'effets secondaires. Donc les médicaments qui sont sur le marché aujourd'hui ont pas mal d'effets secondaires. Ok. On nous demande si le marché de ce médicament est américain ou international. C'est pas utile pour la réponse. Nous, on se focalise sur le scope américain et les médicaments sont présents aux États-Unis, ceux qui sont aussi existants. Ok, bon, on arrive à peu près au bout des questions de clarification Ok. que vous avez posées. Donc, ben, merci à vous et Ferial, ben, je te laisse poursuivre le cas. Merci à vous. Alors, nous, on a mis, donc vous avez, enfin, les questions qu'on avait déjà mises, pour exemple, ont été posées. Donc, l'objectif du médicament, le format, alors, je n'ai pas précisé le format, mais le format, c'est sous forme d'injection. Euh, le scope, donc c'est les États-Unis, hein, le focus. Ensuite, il y a une question qui est, donc là, c'est plus sur le mode d'administration du médicament. L'injection va se faire une fois par an. Ça, c'est si vous voulez comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Et l'objectif, donc, qu'on a déjà évoqué, c'est de faire x3 au bout de 5 ans. Donc là, nous, on a eu beaucoup de questions. En moyenne, 3 questions sont suffisantes, hein. Il ne faut pas en poser 10. Mais là, c'est parce qu'on est dans un contexte différent. Mais dans un cas classique, quand on passe en entretien, c'est bien de faire, de poser de 2 à 4 questions maximum, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie questions clarificatrices. On peut passer maintenant à la structure du cas. Là, je vais peut-être vous laisser aussi donner des idées en revenant à la question qui est est-ce qu'on doit lancer la production et la distribution de ce médicament et donc investir 500 millions de dollars? Quels sont les éléments que vous aimeriez un peu discuter en détail? On a évoqué des éléments dans les questions clarificatrices, mais il y a certains éléments justement qu'on devrait peut-être structurer pour nous aider à répondre à la question du CEO. Alors, si certains veulent lever la main pour prendre la parole, c'est peut-être plus pratique Ouais, sur la structure, n'hésitez pas. Et ouais. Si vous n'avez pas la structure complète, c'est pas grave. Ça peut être aussi juste un élément que vous aimeriez regarder. Et en fonction de ça, on essaiera d'établir une structure globale ensemble. Mais si vous avez quelques briques, quelques modules qui vous semblent pertinents à analyser pour répondre à la question. Peut-être une question dans le Q&A. on a Jimmy qui a levé la main. Peut-être Jimmy, on te laisse élaborer sur ta proposition de structure. Est-ce il est muté ou pas? Alors, normalement, Jimmy, tu as enlevé ton mute, mais on ne t'entend pas. Ok, bah écoute,
Ça ne marche pas. Ouais. Bah, Jimmy, peut-être si jamais tu peux régler ton problème de son. Sinon, on a dans le QNR, on a une structure. Alors, on nous parle vente, coût, concurrence, innovation. Voilà. C'est assez, c'est assez brut comme réponse, mais voilà, faire regarder si on a cette Ouais. première Bah, proposition. oui, tout à fait. Il y a une partie, en effet, donc vente-coût qu'on peut en fait agréger parce que la réponse, en fait, cette brique-là, ça serait la brique plus retour sur investissement, donc l'intérêt financier. Est-ce qu'on arrive à multiplier par 3, donc au 1,5 milliard au bout de 5 ans? Donc là, clairement, c'est un élément à évoquer. Et donc, dans cette brique-là, il y a la vente, le prix et le coût. La concurrence aussi, en effet, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, enfin, quel est l'environnement concurrentiel aux États-Unis pour ces maladies cardiovasculaires lourdes. L'innovation, oui. Je pense que c'est un point justement qu'on va évoquer qui est lié un peu au mode d'administration du médicament, au mode de fonctionnement du médicament et donc comment il peut se différencier par rapport à l'existant, donc par rapport aux solutions, aux médicaments qui existent déjà sur le marché. Donc oui, l'innovation, c'est un des points aussi qu'on peut regarder pour la différenciation. Est-ce qu'une fois qu'on a vu ça, on a tout dit? Est-ce qu'il y a un élément encore plus high level qu'on pourrait regarder? Je pense que les trois grosses briques sont là. Alors, on nous reparle du prix dans le QNR, on en a parlé. Ça, c'est bon. On nous parle des forces qui commandent la concurrence au sein du secteur. On a aussi parlé de la concurrence. Est-ce que Ouais. vous avez d'autres propositions? Ouais, c'est ça. Il y a le marché actuel aussi, le taille, Yes. croissance et marge. Ouais. Oui, bah, tout à fait. C'est les éléments importants. Donc, si on fait un peu un récap, on peut commencer par se dire, regardons déjà comment fonctionne le médicament pour essayer d'établir si ce médicament va être pertinent pour les éléments de différenciation par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est la brique 1, donc la méthode d'administration du médicament. Ensuite, en effet, le marché, regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est, c'est quoi la taille du marché, les patients, les drivers de ces maladies-là, et la croissance aussi du marché. Le troisième point, c'est l'environnement concurrentiel qu'on a évoqué. Et enfin, en termes de ROI, est-ce qu'il y a une pertinence financière? Donc, si on regarde chacune des briques, peut-être qu'on peut juste creuser quelques questions supplémentaires. Si on se focalise sur la partie administration du médicament, ça, c'est important. En fait, le but, en fait, je crois que quelqu'un a évoqué l'innovation, on peut parler de différenciation, mais vraiment de manière très tactique par rapport à ce cas spécifique, c'est intéressant de regarder le mode de fonctionnement du médicament et donc d'avoir les questions qui vont nous permettre en fait de établir ensuite si oui ou non il y a une différenciation possible. Donc, quels sont les éléments que vous aimeriez connaître dans l'administration du médicament pour savoir s'il peut ou pas répondre à une demande, s'il pourra être utilisé facilement On a déjà évoqué quelques points. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent à l'esprit? De même, en Q&A ou si quelqu'un veut aussi à l'oral. Je vois qu'il y a donc un élément sur les parties prenantes. Ça, c'est un bon point. Mm. Et en effet, dans l'administration du médicament, il y a en effet une question qui doit être liée à… donc, il y a une des parties prenantes que sont les praticiens, donc les médecins. Est-ce que c'est un médicament qui doit être prescrit sur ordonnance ou pas? Et donc là, ça, c'est une question pertinente pour savoir un peu les forces qui vont un peu interagir et qui vont avoir en tout cas une opinion à donner sur ce médicament-là. Le deuxième élément, c'est en effet l'assurance santé. On ne l'avait pas évoqué, mais c'est un élément hyper important, surtout aux États-Unis. Est-ce que ça va être pris en charge par l'assurance santé? Et là, ça va être un élément décisif pour permettre à ce médicament de fonctionner. Nous, on est le CEO a une biotech, ne travaille pas avec une entreprise pharmaceutique, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander s'il ne pourrait pas faire un partenariat avec un labo pharma pour la commercialisation. Donc là, c'est un bon point sur l'administration du médicament, les parties prenantes et toutes les forces qui seront intégrées dans ce médicament-là. Donc là, je peux juste venir aux questions qu'on avait mises. Donc, c'est un peu ce qu'on vient juste d'évoquer. Et on y répondra juste après. Mais déjà, on structure juste l'approche ici. Sur la partie, donc quelqu'un me parle de la partie, je crois que c'est l'environnement concurrentiel. Ah oui.
Oui, il y a plusieurs éléments qu'on va regarder. Le marché, on va le regarder vraiment sur la base des patients. Et en effet, il y a une partie concurrence et tu pourrais l'intégrer dedans. Mais on a voulu séparer parce que là, dans la partie concurrence, on regarde vraiment la partie médicaments. Alors Euh, pour le coup, Ferial, pour redonner le contexte, en fait, l'étudiant demande si l'environnement concurrentiel, est-ce qu'il ne fait pas partie de l'analyse de marché dans le ouais, cadre d'une approche MICI. Voilà. oui. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, on pourrait parler du marché et intégrer les concurrents. On peut aussi les séparer. Ça reste quand même ici, hein. C'est pas, c'est tout à fait possible de parler du marché d'un point de vue taille du marché, les patients qui vont utiliser ce médicament, la croissance de ce marché-là, les drivers, etc. Et ensuite, regarder vraiment les concurrents. Donc, qu'est-ce qui existe sur le marché aujourd'hui? On peut le faire en deux briques séparées. On peut aussi les consolider, c'est pas gênant. Là, on a préféré les faire en deux points parce que c'est la partie concurrentielle. Là, on parle d'un médicament, c'est un sujet assez lourd en termes aussi de concurrence et de ce qui existe sur le marché. Donc, se différencier sur la base de médicaments existants, c'est aussi un point très important. Et de bien comprendre en fait comment le médicament qui va être mis sur le marché peut se différencier, c'est un point critique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dissocié ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à intégrer autrement dans une partie juste marché seul. Donc, si on évoque le marché, donc là, ce qu'on avait mis, nous, c'est deux éléments, le nombre de patients et la fréquence des maladies cardiovasculaires. Et dans la réponse qu'on va apporter, c'est en effet, pour comprendre le nombre de patients, c'est comprendre des drivers, donc qui est atteint par ces maladies cardiovasculaires, et comprendre si c'est un nombre stable ou c'est un nombre qui évolue avec le temps. Dans la partie concurrentielle, est-ce que, bon, c'est assez simple, mais on peut, si quelqu'un a des éléments de briques qu'on regarderait sur la concurrence. Alors, je n'ai pas vu, mais il y avait d'autres. Alors, si vous voulez lever la main aussi hein, pour parler de la concurrence, n'hésitez pas, sinon le QNR. Ouais, on peut. Je regarde le QNR. Ouais. Il y a plein de points qui ne sont pas forcément là sur le sujet qu'on aborde, mais je peux y répondre. L'injection, bah, on va y répondre, c'est l'injection par un médecin. Non, il peut être auto-injecté. Il peut être prescrit directement en première ligne. Euh, Barrière à l'entrée, j'aimerais bien que je comprends le point, ce que ça veut dire, mais dans ce cadre spécifique, là ce qu'on se dit, c'est que c'est un médicament, donc il est passé par une étape R&D. Il va y avoir un brevet dessus, hein, donc il ne va pas y avoir d'autres concurrents qui peuvent utiliser les mêmes molécules que ce médicament, en tout cas pour une période, disons, 10 ans. Donc, il ne peut pas y avoir de barrière à l'entrée sur cette même molécule, ce même médicament-là qui va être distribué par la biotech. Mais sinon, globalement, il y a de fortes barrières à l'entrée, bien sûr, dans l'industrie pharmaceutique, parce que là, on a vu qu'ils avaient investi 20 millions de dollars juste pour la partie R&D. Alors, Fayard, Oui, sur l'environnement concurrentiel, on ouais, je vais a peut-être revenir là-dessus. une Ah, remarque. pardon. Donc, voilà, concurrence. Donc, on sépare la concurrence directe, donc autres médicaments, cardiovasculaires, injectés, et la concurrence indirecte, qui serait les médicaments en gélule, intervention chirurgicale, etc. D'accord. Oui, alors en fait, ça, c'est plutôt sur la partie, donc les types de médicaments. En effet, on peut Mm. regarder ce qui existe sur le marché. Et en effet, il y a plusieurs types de médicaments et c'est intéressant de regarder ça parce que ça va nous donner une idée de la différenciation de notre médicament. Est-ce que le fait que ça soit auto-injecté une fois par an uniquement, c'est plus intéressant que ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Donc, en effet, il y a cette brique-là hyper importante à regarder. Donc, le type de médicament, la force de vente des concurrents. Oui, oui, et ça fait partie de toutes les parties prenantes qui vont être là, et donc les concurrents le sont. Mais c'est en réalité, si on a l'assurance santé et que c'est un médicament qui peut être remboursé, si le prix est attractif, si il peut y avoir une auto-injection, on a pas mal d'éléments qui font qu'il pourrait être prescrit par des médecins plus facilement en fait qu'un médicament qui est plus lourd, qui a plus d'effets secondaires, etc. Donc oui, les gros laboratoires peuvent avoir une force de frappe, mais ce médicament qui est développé a quand même de gros atouts que les médecins pourront mettre en avant et pousser auprès de leurs patients. Sans oublier qu'on pourrait aussi envisager un partenariat avec un laboratoire pour la partie commercialisation, c'est envisageable.
Je vais peut-être montrer un peu les briques qu'on avait en tête. Donc, il y a les types de médicaments qu'on a évoqué qui a été évoqué déjà par quelqu'un. Évidemment, le prix des concurrents, l'efficacité et les effets secondaires. Donc, ça, on a déjà répondu aux questions, mais c'est un peu les points critiques qu'il faut regarder sur ce qui existe sur le marché pour voir si sinon on arrive à bien se positionner ou pas. Enfin, sur la partie, je vais y aller plutôt vite parce que ça, c'est assez, on en a déjà parlé, c'est les revenus moins les coûts. Et dans les coûts, on peut regarder donc l'ensemble des coûts de production, de distribution et de marketing pour un médicament donné. Et ça va nous permettre de pricer en fait le coût de notre médicament et de voir par rapport à la concurrence où est-ce qu'on se positionne. Donc voilà, donc ça c'est pour la structure globale. Maintenant qu'on l'a établie, on peut essayer de répondre un peu à ces questions-là, ce qui va nous permettre de nous guider pour la suite du cas et savoir si c'est pertinent ou pas d'investir ces 500 millions de dollars supplémentaires. Donc, on peut reprendre, je pense, brique par brique. Alors, donc ça, c'est l'ensemble des questions qu'on a déjà évoquées. Et là, pour y répondre, l'ordonnance, donc là, je peux peut-être juste vous les citer parce que c'est des réponses qui vont nous permettre en fait d'avancer. Mais en gros, donc, est-ce qu'il est prescrit sur ordonnance? Oui. Est-ce que l'injection est réalisée par un médecin? Pas forcément. Et est-ce qu'il est pris en charge par l'assurance santé? Oui. Donc là, je vais juste encore dérouler toutes les questions. Sur la partie peut-être nombre de patients, est-ce que je pense qu'il y a est-ce que vous pouvez penser à des drivers en fait pour nous permettre d'estimer le nombre de patients? Je ne vous demande pas le nombre de patients, ce n'est pas du tout le sujet, c'est juste de se dire, on parle de maladie cardiovasculaire lourde, qu'est-ce qu'on peut regarder comme driver chez des patients pour essayer d'évaluer qui sont les patients concernés et combien on en aurait? On n'a pas de… Non. Ouais, l'obésité, l'âge. Ouais, le nombre de morts aux États-Unis, l'obésité, l'âge, encore l'obésité, l'âge, ok. Les Ouais, c'est ça. fumeurs, les personnes qui ont des antécédents médicaux cardiovasculaires, l'importance de l'environnement, l'obésité encore. Voilà quelques Ok. réponses qu'on a dans le QNR. Oui, bah, c'est à peu près ça. Alors, je pense qu'on a mis un… Donc, c'est bien quand on donne donc, le nombre de patients, je pense, de spontanément dire que moi, je n'ai pas le nombre exact, le pourcentage, mais je regarderai des drivers tels que, et citer ces drivers-là que vous avez cités pour montrer qu'on est proactif lors d'un cas et qu'on n'attend pas juste des réponses, mais que non seulement on arrive avec les propositions de structure, de briques, et ensuite, dans chaque brique, dire moi, je regarderai ça. Parce qu'en fait, dans un vrai cas, un vrai projet en conseil en stratégie, généralement, on doit être aussi force de proposition, proactif et venir avec des idées pour essayer d'estimer des tailles de marché. Donc, les drivers, là, c'est clairement clé. L'âge, vous l'avez évoqué, l'hygiène de vie, les maladies secondaires, les antécédents médicaux, etc. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, nous, sur cette base-là, une fois qu'on a estimé, on arrive à environ 10 millions de patients qui sont atteints par an par ces maladies cardiovasculaires lourdes et qui pourraient utiliser ce traitement, le traitement qui a été établi par la biotech pour laquelle on travaille. Ce chiffre de 10 millions, on va le considérer comme étant stable. Donc, on ne parle pas de croissance du marché dans ce cas-là. Pour les types de médicaments, donc quelqu'un a déjà évoqué la partie donc, concurrence directe versus indirecte, donc le type de médicament en termes d'injection ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant de le regarder sous ce prisme-là. Et si on répond juste à ce qui est aujourd'hui vraiment sur le marché. Aujourd'hui, nous, on parle d'un médicament qui est une injection, donc une auto-injection, une fois par an, alors que les médicaments des concurrents sont des médicaments généralement avec des traitements longs. Ce n'est pas juste une injection par an, c'est vraiment une régularité et long. Et c'est très coûteux. C'est 10 000 dollars par an, les médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est pour la partie type de médicament, la partie prix aussi qui a été abordée ici. La partie efficacité et effets secondaires, je l'ai déjà évoqué parce que dans les questions clarificatrices, on me l'avait déjà posé.
Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que les études cliniques en phase de R&D ont permis de savoir que le médicament de la biotech est aussi efficace et a moins d'effets secondaires. Donc, sur la base de tout ça, on peut déjà, je pense, établir une sorte de petite conclusion, notamment sur la différenciation du médicament et sur l'intérêt, juste d'un point de vue qualitatif, sur la base de cette structure, à aller chercher plus loin et à peut-être commercialiser ce médicament-là. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions à ce stade, ou si on passe sur la partie revenus et coûts. S'il n'y a pas… Pour l'instant, dans le QNR, pas de questions. N'hésitez pas à lever la main aussi pour prendre la parole. Je vais peut-être faire du coup la dernière brique. Ouais, Et vas-y, après, si quelqu'un veut juste faire un petit récap après sur justement quelle est sa conclusion sur la base de tout ce qu'on vient de se dire. Et ce n'est pas la conclusion du cas, hein, on n'a pas la réponse finale, mais juste sur la base qu'on vient de se dire, un peu le raisonnement et dire voilà pourquoi j'aimerais continuer à un peu creuser le sujet financier. Donc, si on répond juste à la dernière brique avant de faire un petit récap, c'est la brique donc, de coût. Le point intéressant, c'est de se dire, c'est quoi la part de marché que nous, on pourrait un peu capturer. Et on peut se dire qu'on peut avoir 30% de part de marché. Et nous, on projette 5 points de croissance sur les 5 prochaines années. Donc, 5 points par an en termes de part de marché que notre client pourrait capturer si demain, il venait à commercialiser le médicament. Donc, s'il y a une proposition, juste un petit récap, là, on a tous les éléments. C'est vraiment juste se dire, c'est bien en fait qu'on ait un cas c'est un cas assez lourd en termes qualitatifs. Il y a plein d'éléments, il y a beaucoup de choses à regarder et de se dire que oui, c'est pertinent. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques éléments clés qui font qui me poussent à vouloir un peu aller plus loin et creuser le sujet. Si quelqu'un veut participer à l'oral. Ouais, n'hésitez pas à lever la main. C'est pas grave, on passera à la suite. J'ai peut-être un… Oui, le 30%. Oui, en fait, ce qu'on peut toujours dire dans un cas, ça va être important de regarder la part de marché qu'on peut capturer. La seule chose, c'est que là, le médicament n'est pas commercialisé. Et c'est pour ça que je demandais un récap. Je pense que si on refait un petit récap, je vais le faire rapidement, des points clés qui nous permettent un peu d'établir un 30% de part de marché. On peut se dire, c'est un médicament qui a la même efficacité. C'est le plus important. Les études cliniques démontrent cela. Et qui a moins d'effets secondaires. C'est un médicament qui s'injecte une fois par an uniquement. Par rapport à ce qui existe, si on regarde juste la concurrence, c'est un gros avantage concurrentiel. C'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins long. Et c'est de l'auto-injection. Donc, certes, il est prescrit par un médecin, mais tous les autres médicaments sont aussi prescrits par un médecin. Mais ensuite, on peut s'injecter chez soi quand on veut. Donc, c'est assez souple, assez flexible. Et enfin, en termes de prix, on ne l'a pas encore établi, mais en tout cas, on sait que les concurrents ont un prix très élevé, c'est de 10 000 $. Donc, on peut essayer de regarder si on ne peut pas avoir un prix plus attractif. Donc, tous ces éléments nous poussent à penser que si on arrive à commercialiser les médicaments à un prix plus attractif, il sera poussé par les parties prenantes telles que les médecins et par les assurances maladie parce qu'ils le remboursent. Donc, la part de marché qu'on peut atteindre est très forte dès la première année. Et donc, 30%, c'est comme ça qu'on arrive à un 30% et pas à 10% uniquement parce que vraiment, il y a un vrai avantage concurrentiel à ce médicament-là. Et la croissance de 5% par an, 30%, c'est un démarrage. Et en fait, si c'est un médicament c'est un médicament efficace parce que les études cliniques l'ont démontré, mais année par année, on peut supposer de manière tout à fait rationnelle qu'on gagne des parts de marché parce qu'il y aura plus de connaissances de ce médicament-là auprès des médecins, auprès des patients. Et donc, la croissance de 5% par an, c'est une hypothèse qui est tout à fait valable. Donc, c'est une intuition, enfin, c'est un chiffre qu'on va vous donner, hein, le 30%, on ne vous demande pas forcément de le donner, mais c'est aussi un chiffre qui est raisonné sur la base de l'avantage concurrentiel que notre
biotech a par rapport à tous les médicaments existants aujourd'hui. Donc, si on passe peut-être maintenant à la partie profitabilité, parce qu'on revient à la question principale qui est est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que je dois commercialiser mon médicament, oui ou non? Et quel est mon objectif financier? Mon objectif, c'est de faire 1,5 milliard de profit en 5 ans. Et donc là, c'est tout le point, c'est de savoir si on y arrive. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Est-ce que, donc là, c'est ce que je viens de dire, c'est un peu le récap qu'on vient juste de se dire. Est-ce que quelqu'un a une proposition d'approche pour le calcul de la profitabilité? J'ai peut-être… Donc, pour l'instant, en Q&A, on n'a pas d'approche. Si certains souhaitent lever la main, n'hésitez pas, encore une fois, à profiter de ce moment pour donner votre approche. Je crois qu'on a peut-être une question. On a quelques éléments, du coup, Feriel, dans le Q&R. Ouais, je regarde. Alors, on a les parts de marché, le marché, il nous faut le prix, tout à fait. Calculer le volume de vente. Alors, ouais, revenir, essayons juste de se dire qu'on est donc sur un cas pharma, enfin un cas santé. On peut parler de patients, on peut parler c'est un peu plus compliqué de parler de vente quand on parle de médicaments, mais on peut en effet parler du volume en termes de patients, du nombre de patients. Donc, si on revient à la base, en effet, on parle de revenus moins coûts. Sur la partie coût, on peut vous dire le coût, vous pouvez demander le coût qu'un médicament va nous coûter et on peut raisonner par médicament et ensuite on raisonnera au global. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut regarder, c'est quoi le coût variable pour chaque médicament en termes de production, de marketing, de distribution. L'hypothèse qu'on prend ici, c'est que le coût, c'est 750 $ par médicament. Donc ça, c'est une des briques. Ensuite, en termes de revenus, en effet, on peut regarder le volume en termes de patients. Là, quelqu'un a déjà évoqué qu'on avait pas mal d'éléments. Ouais, c'est ça. Donc, on a un nombre de clients de 3 millions basé sur la part de marché que l'on a établi, tout à fait, pour la première année. Tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Personne ne veut ne veut proposer à l'oral juste pour que ce C'est soit un vrai peu qu'on on a beaucoup d'étudiants qui mettent leur raisonnement à l'écrit un peu et ce serait raisonnement à sympa de le l'écrit. faire partager à l'oral, ça serait beaucoup plus simple aussi, plus Ouais. pratique que de lire en fait des briques de phrases. Donc si certains qui ont écrit veulent prendre la parole, il y avait des bons raisonnements, n'hésitez pas. Ouais, parce que tout est là. Ouais. Bon. Alors, On a Nabil en fait qui a levé la main. Vas-y Nabil, on te laisse expliquer l'approche. D'accord. Donc, on a un nombre de clients de 3 millions, donc annuel. Si j'ai bien compris, donc c'est une injection qui est mensuelle ou est-ce que c'est une une injection? injection annuelle. D'accord. Donc, on a 3 millions d'injections par an. Et donc, il s'agirait de trouver un prix qui nous permettrait de réaliser les 1,5 milliard, 1,5 milliard donc annuel. Et pour la partie co, donc on a les 550 par médicament. Et il s'agirait ensuite de trouver la partie co fixe également. Donc c'est une question qu'on pourrait poser. OK. Alors, ce qu'on va juste considérer, c'est que donc là, c'est vrai qu'on a mis coût variable, mais on a réalloué des coûts fixes à chacun des coûts pour avoir en fait la contribution par médicament, pour que ce soit plus simple. Donc là, le 750 $, tu peux considérer que le prix, tu peux l'établir sur la base de ce coût par médicament qui inclut en fait la distribution, la commercialisation, le marketing, etc. Donc, on a réalloué en fait par médicament l'ensemble des coûts fixes. D'accord, donc ça va être 750 fois 3 millions d'injections annuelles Oui. qu'on va vendre. OK. Sur la partie juste, je reviens sur ton point donc des 30%. L'hypothèse quand même qu'on a ajoutée, qu'on a évoquée, c'est qu'il y a une croissance de 5 points par an de la part de marché. Donc 30%, c'est la première année. Le nombre de patients n'augmente pas, il reste toujours à 10 millions. On considère qu'il n'y a pas de croissance de nombre de patients.
En revanche, il y a une croissance de la part de marché de notre biotech. D'accord. Donc, bien sûr, ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans le cas. Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans cette configuration de cas, vous pouvez faire un petit tableau, et c'est ce qu'on a fait là, avec année par année, parce que vraiment, le but, c'est de regarder à horizon 5 ans. Et comme il y a une augmentation de 5 points, le plus simple, je pense, c'est de faire un mini tableau sur un papier et de dire le chiffre sur lequel vous atterrissez. Parce que le premier chiffre qui nous intéresse, c'est le volume. Comme vous l'évoquiez, c'est quoi le nombre de patients? Et après, en effet, Nabil, comme tu le disais, on va regarder le prix sur la base de tous ces éléments qu'on a. Donc là, si on fait un petit tableau, le nombre de patients, il est stable. La part de marché, elle augmente de 5 points par an. Et donc, le nombre de patients cibles, la première année, il est de 3 millions. Ensuite, 3,5, 4 millions, 4,5, 5 millions. Alors, Nabil, tu as levé la main? Non. Ah. Il avait toujours du coup, la main levée, Nabil, mais du coup, Pardon, je viens ouais, de voir qu'une main s'est levée, mais en fait, sur non. l'autre chose. Ouais. Ok, ça marche. Donc, on a un total de, il me semble, c'est 20 millions de patients. Donc, voilà, c'est ça, c'est 20 millions de patients. Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a le nombre de patients, on a le coût par médicament. On peut on veut calculer en fait le prix de vente de notre médicament. Donc, je pense, enfin, tu l'as un peu évoqué, Nabil, parce que je regarde juste si on n'a pas d'autres. Alors, sur le prix Feriel, on nous demande s'il n'y a pas d'autres moyens de déterminer le prix, par exemple le willingness to pay. Alors, oui, alors je pense qu'il y a deux éléments. Il y a toujours on peut commencer ici par la partie, le prix sur la base de vraiment l'ambition, l'objectif du CEO et voir quel est le prix raisonnable qu'on peut administrer pour arriver en fait à l'objectif. Donc là, c'est juste un prix vraiment pour calculer le ROI et se dire si je fixe ce prix, j'arrive à mon objectif. Ensuite, on peut ajuster ce prix à la hausse puisque c'est un minimum du coup ce prix en fonction de la willingness to pay. Ce médicament a en effet une grosse valeur ajoutée par rapport à tout ce qui existe dans l'environnement concurrentiel. Pourquoi pas se dire qu'on pourrait augmenter le prix de ce médicament si c'est éloigné des 10 000 dollars des concurrents, mais qu'en même temps, il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue injection opérationnelle, en fait. Donc, oui, la willingness to pay, ce sera un paramètre à prendre en compte dans un second temps. Là, je pense que ce qu'on peut faire, c'est juste regarder l'équation de profitabilité pour savoir quel est le prix seuil pour arriver au profit. Et ça, c'est sur la base en fait du ROI qu'on veut réaliser. Et Nabil, tu l'as évoqué quand on t'en parlait, tu disais en fait, on veut que ça arrive à 1,5 milliard en déduisant en fait le coût du médicament et en regardant le total du nombre de patients que je vais avoir. Et donc, j'arrive à un total, en faisant une équation assez simple, on arrive à un total de 825 dollars, un prix pardon, de 825 dollars. Donc, c'est assez simple. Le calcul, c'est vraiment de se dire, c'est quoi mon profit par médicament multiplié par le nombre du coût d'injection, le nombre de patients que je vais avoir sur les 5 années, et j'arrive au profit global de 1,5 milliard. Donc, si je le price à 825 dollars, on voit qu'on arrive au seuil de rentabilité qui est voulu par le CEO. Et donc là, à partir de là, oui, en effet, on peut se demander si c'est un peu la question suivante. Nous, on se dit, qu'en pensez-vous? Et je pense que un des éléments, c'est la willingness to pay, c'est l'environnement concurrentiel. C'est un prix qui est complètement réalisable sur le marché actuel. Et on peut même faire un petit peu plus et dégager une marge encore plus élevée au regard du prix pratiqué par les autres concurrents. On a fait un petit récap. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour la partie, pour la conclusion, en tout cas, de cette partie financière. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à cette partie-là? Parce que sinon, après, on passe en fait à la partie plus conclusion. Alors, pour l'instant, pas de questions, Feriel. Donc, Ok. tu peux passer aux recommandations. Vous pourrez poser des questions de manière globale sur le cas après, dans la petite session Q&A, comme d'habitude. Je vois juste là. Une question, ouais, vas-y. Pardon.
N'est-ce pas ambitieux d'avoir 5% de croissance par an? On nous demande. Je pense qu'il faut toujours revenir à… C'est bien de challenger les hypothèses. Là, on a quand même un contexte où l'avantage concurrentiel est très, très élevé à tous les niveaux. Donc, c'est ambitieux, mais ça pourrait être encore plus ambitieux, pour être tout à fait franche, parce que l'avantage est énorme par rapport à ce qui existe. En fait, ce qu'il faut se dire dans le contexte actuel, c'est que c'est un marché, en tout cas une maladie qui a des réponses, des traitements certes qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout optimaux pour les patients, parce que c'est des traitements lourds, chers, qui prennent du temps. Et là, c'est hyper innovant comme approche avec l'auto-injection et surtout le fait que ce soit une fois par an. C'est complètement disruptif et innovant. Donc, c'est bien de challenger, mais si on revient vraiment au contexte du cas et au contexte de la biotech, c'est tout à fait envisageable et ça pourrait même être presque supérieur. On a une autre question, Feriel. Pourquoi on ne considère pas l'investissement initial dans l'équation de rentabilité? Oui, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a simplifié, on a mis les 750 $ et je pense que c'est une des questions de Amine aussi, je regardais cette question. En fait, les 20 millions, bon, c'est un sunk cost, ça a déjà été investi, c'est de la R&D. Les 500 millions qu'on va réinvestir, en fait, c'est un investissement one shot, one off. En fait, il faut investir ces 500 millions pour la distribution parce que c'est lourd de distribuer. Et ensuite, on les réalloue par médicament. Et ensuite, on a un volume, et le volume, c'est le volume que nous, on a établi avec les 20 millions. Donc, ils sont inclus. On n'a pas d'autres questions? Pour l'instant, c'est bon, je pense. Ouais, on peut passer, à mon avis, à la conclusion. Alors, du coup, la conclusion, c'est de se dire, je ne sais pas si quelqu'un veut conclure d'ailleurs, veut proposer une question. Là, j'ai montré ça, mais si quelqu'un veut faire un peu un récap, parce que quand on termine un cas, c'est toujours bien de récapituler les points importants qu'on a évoqués, la solution qu'on propose, et ensuite les ouvertures aussi, les prochaines étapes, parce que là, on n'a pas tout dit, hein. On a dit un certain nombre de choses, mais on n'a pas tout dit et qu'il y a encore de choses à creuser pour évaluer aussi la faisabilité, le timing, etc. Donc, s'il y a une proposition à l'oral, ça serait idéal. On a Nabil qui nous propose une conclusion. Alors, je voulais juste poser une question avant. Est-ce qu'il faut, dans cette étape, est-ce qu'il faut euh, faire une conclusion sur l'ensemble du cas ou que sur la partie recommandation? Alors, il ne faut pas repartir de la question, hein, le contexte, etc. D'accord. En revanche, je pense que quand on fait une conclusion, c'est bien de redire, surtout, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y avait un point d'étape avant de passer à la partie financière qui était déjà un premier récap sur l'avantage concurrentiel. Est-ce qu'on passe à la step 2 qui est de regarder un peu l'équation de profitabilité? Donc là, on avait déjà fait une pseudo petite conclusion. Donc, si vous l'aviez déjà faite, avant de passer à la partie 2, qui est la partie financière, pas besoin de la refaire. Et là, comme tu le vois dans la partie conclusion, on a jumpé directement sur le prix, la recommandation finale. Si elle n'avait pas été vraiment faite, on peut revenir un peu à la base en disant, on a évalué les différents éléments, on a vu qu'il y avait un réel avantage et une réelle innovation. On a regardé l'équation de profitabilité, le prix sur lequel on atterrit, c'est 835 $, donc c'est un prix qui est pertinent au regard du prix pratiqué par les concurrents aujourd'hui. Donc, clairement, je recommanderais au CEO d'aller de l'avant et d'investir les 500 millions pour commercialiser ce médicament. Et j'aimerais explorer des pistes supplémentaires complètes. Enfin, c'est possible de le faire comme ça. En restant concis, restant structuré, il ne faut pas trop en dire non plus, hein. D'accord. Est-ce que vous avez des idées d'étapes? C'est la seule chose que je n'ai pas voulu évoquer pour le moment. Est-ce qu'il y a des prochaines étapes que vous aimeriez regarder? Alors, on a une réponse dans le Q&R. La prochaine étape, est-ce que ce ne serait pas l'international?
Oui, c'est possible. Alors, je pense que pour le cas actuel, c'est trop prématuré. Là, on est vraiment à un point où on se pose la question d'entrer sur le marché américain, de commercialiser un produit sur ce marché-là. Oui, bien sûr, on pourra évaluer les autres marchés, mais dans le contexte actuel, je pense que c'est une étape qui est vraiment trop lointaine. C'est beaucoup trop long terme et qu'il y a peut-être des étapes qui sont plus liées vraiment au cas spécifique à l'entrée sur le marché américain. Et oui, si on allait à l'international, la sélection du partenaire, voir en effet la régulation, etc. sur ce marché, la concurrence qui est sur ce marché, c'est évidemment important. Alors, on peut aussi étudier la réaction du marché américain face à un produit aussi innovant, lobbying des big pharma. On propose ça en next step. Oui, tout à fait. Ça peut être un point important. Étudier davantage la partie lobbying, surtout aux États-Unis, c'est un vrai sujet en commercial R&D, en commercial santé, pharma. Et donc ça, clairement, c'est un point qu'on peut explorer davantage. Et c'est pour ça qu'on a aussi proposé un partenariat. Il y a des biotech qui font des partenariats avec justement un groupe pharma. Un, pour avoir la force de frappe pour aller plus vite dans une zone géographique plus élargie. Et deux, aussi pour éviter ces lobbying parce qu'en fait, ils sont déjà, ils annoncent ça en partenariat avec un groupe. Donc oui, c'est clairement un élément qu'on peut regarder. On nous propose aussi de se focus sur la partie production maintenant. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est plus en interne. On gardera la partie production en interne. La partie production, si on se mettait avec un groupe pharma qui a aussi des centres, des zones de production beaucoup plus grosses déjà établies. Tout à fait. Il y en a un qui a proposé la stratégie commerciale d'approche des médecins. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne idée, notamment dans le marché américain. C'est un point hyper important. Donc là, quand on évalue les parties prenantes, en fait, c'est bien de regarder toutes ces parties prenantes, donc les lobbies pour les labos pharma, les partenariats potentiels. Les médecins, c'est hyper intéressant de regarder comment les approcher, comment faire en fait pour qu'ils prescrivent nos médicaments. Et il y a des stratégies aux États-Unis spécifiques pour ce faire. Il y a des associations aussi, des groupements de médecins et aussi essayer d'approcher à travers, non pas individuellement chaque médecin, mais à travers des groupes de médecins dans les maladies cardiovasculaires. C'est évidemment un des points à garder. OK, bah, je pense qu'on a pas mal d'idées. Qu'est-ce qu'on avait mis Alors oui, il y avait un point de l'assurance santé, parce qu'on a dit que c'était remboursé par l'assurance santé. Et en fait, il y a des avals, etc. Mais ensuite, une fois que le prix est établi, il y a un autre nouveau processus de validation. Et notamment, en fonction du prix, la capacité de remboursement. Et donc, c'est ça qui va aussi influencer sur le prix qu'on va finalement mettre. Et ça, c'est pour juste se dire, est-ce qu'on veut mettre un prix trop élevé, quitte à être moins remboursé, mais avoir une marge plus élevée, mais avoir du coup potentiellement moins de patients, un prix plus agressif, etc. Donc, il y a une stratégie commerciale en lien avec l'assurance santé. Et donc là, c'est l'accompagner dans la négociation avec les assurances santé. Ça, c'est vraiment une next step très pratico-pratique. C'est vraiment se dire de manière pragmatique ce qu'on peut faire. Quelqu'un a déjà évoqué donc, la stratégie de production, de distribution. Voilà, donc là, c'est les idées qu'on avait mises. Nous, on avait vraiment axé sur l'assurance santé en next step immédiate parce que c'était lié au prix, en fait. Et c'est ça qui va influencer sur quel prix on va vraiment établir. Les 825, c'est un bon prix pour évaluer le seuil, le point d'équilibre, en tout cas, le profit qu'on veut atteindre. Ce n'est pas le point d'équilibre, c'est plutôt l'objectif du CEO. Mais si on veut aller plus loin que ça, quelles sont les limites en rapport avec l'assurance santé? Mais toutes les idées de l'approche des médecins, c'est top. La partie lobbying des labos pharmaceutiques aussi, c'est clairement d'autres points. En fait, il y a plein de points à voir dans le domaine de la santé et toutes les parties prenantes sont importantes à considérer et à bien évaluer. Voilà.
Alors oui, quelques mots juste sur nos packs avant de passer aux autres questions. Pour ceux qui postulent en ce moment au cabinet de conseil en stratégie, vous l'avez compris, les process sont très exigeants et nous, Trading, on est là pour vous aider à réussir au mieux tous ces process. Et on a 3 packs en ligne qui sont disponibles sur notre plateforme. Donc, on a avec un vrai parcours de formation pour vous aider, progresser à votre rythme. On a d'abord des cours fondamentaux qui vous permettent de bien optimiser votre candidature avec CV, lettre de motivation, networking, de préparer les entretiens et de comprendre aussi, bien sûr, le métier de consultant. Ensuite, vous pouvez pratiquer pour les entretiens avec notamment la partie technique études de cas. Donc, on a 172 études de cas réelles corrigées qui sont tombées en entretien dans les différents cabinets. Ça vous permet d'apprendre à résoudre tous les types de cas sur tous les frameworks, tous les frameworks, tous les secteurs et tous les types de cas aussi par cabinet. On a aussi des cas interactifs qui vous permettent de vous mettre vraiment en situation réelle. C'est un format un peu différent. On a des fiches secteurs pour améliorer votre business sense et puis mieux appréhender les cas parce que vous avez besoin de connaître des choses sur le secteur pour mieux appréhender les cas. On a des fiches cabinets sur les principaux cabinets pour comprendre un petit peu les particularités de chaque acteur, donc ses origines, la culture, les valeurs, les expertises, et aussi pour vous décrire les process de recrutement, donc pour savoir un petit peu quelles sont les différences dans les process. Et enfin, on a le replay on a donc nos webinaires et les podcasts exclusifs avec des consultants pour obtenir des retours d'expérience un peu plus concrets sur comment ils ont fait pour intégrer les cabinets. Ils vous donnent des tips et puis ce qu'ils font aussi en poste, sur la mission en poste. Voilà, donc pour ceux qui veulent démarrer ou booster leur préparation, n'hésitez pas à vous inscrire à l'un de ces 3 packs qui sont flexibles et accessibles. Ils sont tous sans engagement. Donc, vous pouvez prendre 1 mois, résilier, ou 2 mois ou 3 mois. Ça dépend en fait de votre temps de préparation, mais il n'y a aucun engagement dans les 3 packs. Voilà. Si vous avez des questions pour Ferial, sur le cas ou sur les process en général, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a une question qui est si c'est un cas de premier tour au BCG. Je ne sais pas si ce n'est pas forcément un cas du BCG, c'est un cas qui est tombé en conseil en strat dans un des cabinets. Et je pense que la question sous-jacente, c'est par rapport au niveau de difficulté. Si c'est un premier tour ou deuxième tour, c'est ça? Ouais, j'imagine que c'est ça. Alors, pour le cabinet, ouais, tu peux m'envoyer un mail après. Je vais regarder en fait dans notre bibliothèque d'où est venu ce cas. Je ne pourrais pas te dire si c'est un premier ou un deuxième tour, mais le cabinet, c'est possible. Donc, n'hésite pas à m'écrire en perso pour avoir cette information. Et honnêtement, c'est assez aléatoire en termes de difficulté entre les premiers et le deuxième tour. On peut se dire que le deuxième tour est forcément plus difficile que le premier, mais ce n'est pas forcément vrai. Et vous allez voir des personnes peut-être plus seniors, etc. Mais le niveau de difficulté des cas est assez aléatoire. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez interpeller Feriel directement. Yes, on a vu Maïsam qui avait levé la main, mais qui ne l'a plus levé. Donc, voilà. Non. Bon, écoutez, dans ce cas-là, OK. Combien de cas, Ferial, tu préconises de faire en live pour être prêt? C'est une question difficile. Ça dépend de chacun. C'est une réponse aussi c'est une réponse un peu facile, mais ça dépend vraiment de chacun. Il faut en faire pas mal des cas. Je ne peux pas donner de nombre. Honnêtement, tout dépend aussi du niveau. Il y a des personnes plus ou moins à l'aise avec les cas, plus ou moins à l'aise avec le fait d'avoir une question un peu vague au début et ensuite devoir avoir une structure. Plus ou moins à l'aise avec les différents secteurs, etc. Mais je pense que c'est bien d'en faire en live, ça c'est sûr, d'en faire au moins 5 en situation réelle live pour aussi gagner en fluidité, en aisance, que ce soit dans la structure, dans la rapidité aussi de la réflexion sur la structure et aussi dans la rapidité pour la partie calcul, etc. Parce qu'il y a plein d'éléments où on peut un peu perdre ses moyens. Donc, plus on en fait, mieux c'est. Et un nombre minimum, honnêtement, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette question.
Car j'en profite pour vous dire qu'au-delà des cas, des packs en ligne, pour ceux qui souhaitent faire des cas en live avec des consultants professionnels ou anciens consultants, vous pouvez nous écrire et on propose aussi des sessions de coaching à la carte. Voilà, pour ceux qui souhaitent pratiquer avec des consultants. Merci à tout le monde. Ok, écoutez, merci à tous. Merci à toi, Feriel. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour ceux qui ne le font pas encore pour être au courant de tous les events. N'hésitez pas aussi à aller voir nos packs pour ceux qui seraient intéressés. Et merci à toi, Feriel, pour ton temps. Il y aura d'autres cas qui seront corrigés. On va essayer d'en faire régulièrement. Donc, on vous tiendra bien sûr au courant de la date du prochain cas. Merci à tous. Passez une excellente fin de journée.